Le M23, c'est une bande de mercenaires Tutsi du Rwanda et de l'Ouganda, et même du Burundi. Il y a eu un conflit électoral au Burundi, ça fait que le pouvoir du Burundi est Hutu. Beaucoup de gens qui voulaient même faire un coup d'État au Burundi, les Tutsis ont fui. Kagame les a accueillis. Il y a un camp de réfugiés Tutsis burundais au Rwanda. Kagame les mélange avec les Tutsis rwandais, avec les Rwandais du Rwanda. Parfois, il y a même des Ougandais. Puisque selon les termes qu'on utilise dans les documents que je viens de lire, qui est Tutsi? En Ouganda, il y a des Tutsis. On les appelle tous les Tutsis. De l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. C'est ces gens-là, qu'on embauche dans un système de mercenariat. Qui fabrique ces mercenaires? Les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, à travers des multinationales, des sociétés privées qui appartiennent à certains politiciens américains véreux, trempés dans la mafia. Et le gouvernement américain le sait. C'est souvent ces sociétés-là qu'on utilise, qui envoient même des entraîneurs, des Américains qui ont combattu la guerre d'Irak, qui étaient en Irak en 1991, en 2000, je ne sais pas, tout ça. Il est retraité, il n'a pas de boulot, on lui dit, nous avons une chose que nous sommes en train de faire, un crime que nous voulons commettre en Afrique centrale, pénétrer au Congo et voler. Le gouvernement américain doit le savoir. Alors, on invite des gens pour aller entraîner des mercenaires. Ainsi, des Américains du Pentagone, peut-être à titre privé, les autres parachutés par le gouvernement dans une mission de mafia. On manque que ce général américain est arrivé au Rwanda, c'est la coopération militaire. Non. Ils viennent la nuit avec des avions, avec des armes sophistiquées. Ils laissent au Rwanda, ils ont des camps secrets quelque part au Rwanda, en Ouganda, où ils entraînent des mercenaires. Sous camouflage de quoi? De l'Africom. African Command. Tu vois comment les Américains sont malins. Pour ne pas être suspectés en Afrique, ils viennent en Afrique avec le système d'Africom, African Command. Ils font toute leur histoire. La coopération militaire entre le Rwanda et les États-Unis. Quand vous suivez cette coopération militaire là-bas, ce n'est pas une coopération militaire saine. Parce qu'il y a le transport, le transfert des armes qui ne sont pas claires, qui ne sont pas bien listées, bien identifiées par le règlement international. Ce sont les militaires, soit retraités, privés, qui doivent nécessairement avoir la bénédiction, des gens du gouvernement des États-Unis, qui vont dans un business en Afrique centrale. Et le business, c'est quoi? C'est piller les richesses du Congo. Nous ne voulons pas approcher les politiciens congolais. Nous voulons aller les voler. Comme nous n'allons pas faire le job, nous-mêmes, ça va sonner mal. On va voir les Blancs là-bas en train de voler. Tout le monde va se demander, nous sommes attaqués par des Blancs, est-ce que nous, les Congolais, on a des problèmes avec les Blancs? Non. Cherchons des travailleurs, les sous-traitants. Ainsi, vous avez les Rwandais et les Ougandais. Kagame ne dit pas de problème. Le Rwanda, c'est un petit pays pauvre. Vous avez vu le classement des armées, le Rwanda est nulle part. Les Congolais, c'est un pays grand, ils ont beaucoup d'argent. Si nous commençons la guerre aujourd'hui, les Congolais vont vendre les diamants, les cobalt, les coltan, tout. Ils auront des armes, ils auront tout pour nous battre. Le Congo peut détruire le Rwanda comme ça, effacer le Rwanda. Ça, c'est la vérité. Notre armée du Congo, laissée à elle seule, sans interférence de grandes puissances. Mais le Rwanda va fuir, on va occuper le Rwanda. On va annexer même le Rwanda comme une province. Le grand problème auquel nous faisons face, ce sont les Américains qui ont choisi le Rwanda comme leur base d'occupation et de contrôle pour contrôler la région des Grands Lacs,
le bassin du Congo et déstabiliser cet endroit pour eux. Alors, ne voulant pas faire le job directement, ils ont signé un contrat avec le Rwanda et l'Ouganda pour la création de mercenaires. Attaquer le Congo, il n'y a pas de raison. Les Rwandais et les Ougandais n'ont pas de problème avec les Congolais. Nous sommes un peuple frère, un peuple d'Afrique. Pour cela, en politique, qu'est-ce qu'on dit? Il faut chercher des alibis. Les alibis, ce sont des raisons. Kishiki unikwale nipate sababu. Et la raison que les Américains de mafia de la CIA ont mise en place, c'est les Benyamulenge. Une tribu qui n'est pas congolaise, qui n'a jamais existé. Ils ont créé une tribu de mensonges pour justifier la présence des mercenaires rwandais au Kivu, qu'ils vous présentent comme les Benyamulenge. Les propriétaires du plateau de Mulenge, c'est leur terre, la terre de leurs ancêtres, ils doivent rester là. Si vous voulez les attaquer pour réclamer vos terres, c'est-à-dire vous voulez les tuer, vous êtes les génocidaires, vous les Congolais, vous avez la haine des Tutsis, c'est-à-dire les Tutsis sont en danger. Pour cela, Kagame justifie quoi? Le secours. Nous devons aller au Congo pour sauver nos frères Tutsis qu'on veut tuer par l'armée du Congo. Vous comprenez? Et les Tutsis sont forcés à aller rester là. Ils savent tous que ce n'est pas chez eux, c'est un mensonge. L'Amérique crée un mensonge international. Les Benyamulenge, là où ils sont en train de m'écouter, je m'en fous. Vous n'êtes pas des Congolais. À vrai dire, ça c'est la vérité historique. Mais ils sont les Congolais dans les laboratoires de Washington. On crée une raison. C'est pour clouer le Congo au mur, chercher une raison de rester, d'aller chaque fois entrer au Congo. C'est ainsi qu'on vous a créé tous les mercenaires là-bas qui viennent de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda. On leur donne donc l'appartenance du Congo, comme les Banyamulenge. Et tous savent très bien qu'ils ne sont pas Congolais, ils sont soit Rwandais, Burundais, même Ougandais. Ils ont leurs parents au Rwanda, leurs familles sont au Rwanda, leur cimetière de leurs ancêtres c'est au Rwanda. Ils sont Congolais dans leur COP, dans la mafia américaine. Pour trouver une raison d'aller rester au Congo, ça va donner raison aux États-Unis d'Amérique et aux sociétés américaines d'être au Congo. Donc les Benyamulenge sont utilisés, les Rwandais appelés Benyamulenge sont utilisés dans un système de mensonges et de massacres pour justifier la présence de l'armée. Donc, pas même l'armée. L'armée du Rwanda n'existe pas. Vous avez vu le résultat. Des mercenaires créés par les Américains au Rwanda d'être toujours au Congo. Parce qu'ils savent très bien, à vrai dire, nous le peuple congolais, le peuple rwandais, le peuple burundais, même ougandais, nous n'avons pas de problème. On n'est pas ennemis. Les Rwandais sont venus au Congo. Ils ont vécu au Congo. Tutsi et Hutu. Ils rentraient au Rwanda en vacances. Ils ont étudié. Ils n'ont jamais voulu prendre nos terres. Non. L'histoire de vouloir prendre nos terres a été créée après le génocide de 1994 par Bill Clinton. Car les terres sont riches. C'est Bill Clinton qui a mis tout ça en place pour chercher un alibi. Une raison pour justifier la présence des Rwandais, des mercenaires rwandais là-bas. Même les Willy Ngoma, Ageras Ruberwa, Moïse Nyarugabo, ce sont des Rwandais. Vital Kamerhe, ce n'est pas un Burundais. Et l'imprudence des Congolais, c'est que vous acceptez des gens comme de Vital Kamerhe, ils sont là. Vital Kamerhe, c'est un bandit, c'est un voyou. Sa maman peut être mouche, on ne disconvient pas, mais Vital travaille pour l'ennemi du Congo. Il est avec vous, il a un poste dans vos gouvernements. Vous voulez faire quoi? Vous-même, vous acceptez les gens comme les Vital. Ils sont très nombreux. Les doubles. Rwandais, Congolais, Ougandais, Congolais, Burundais, Congolais. Ils ont été au Congo pendant beaucoup de temps. Ils sont venus étudier au Congo dans le système de la CPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Ils connaissent le Congo, ces gens-là. Ils connaissent très bien le Congo. Ce sont ces gens-là qu'on utilise. C'est comme toi, Congolais, tu vas vivre en Tanzanie.
depuis ton enfance. Tu es allé en Tanzanie à l'âge de 7 ans. La guerre commence, tu as 35 ans. Tu connais la Tanzanie. Le Swahili, ça sera un Swahili de la Tanzanie. Tu as déjà voyagé partout. École primaire en Tanzanie, secondaire en Tanzanie. Tu es presque tanzanien. Tu n'es congolais que des noms. Tu peux venir au Congo, à la Katouba là-bas, tu regardes les gens, tu es congolais. Mais, si vous avez au Congo, chaque fois tu vas penser, tes copines, tes amis, des Dodoma, des Arusha, des Dar es Salaam, si tu as l'argent, tu rentres en Tanzanie. Bah, Masta, qu'on est Tanzanie. Mais à vrai dire, toi, tu es congolais. C'est ça le monde. Un enfant mis au monde au Canada est canadien. Il peut rentrer au Congo, voir la tombe de ses grands-pères, visiter la Katouba, Musumba, Manono. Son âme n'est pas là-bas. Il est chaque fois au téléphone en train de parler avec ses amis américains. Toi, tu es en train de lui parler de Mulungushi. Tu vois, il est congolais seulement dans le corps. Son esprit est... C'est comme ça avec ces Rwandais-là. Ils connaissent le Congo pour y avoir vécu, mais ce sont des Rwandais. On les utilise seulement parce que Baebi, ils connaissent le terrain très bien. En échange de quoi? De l'argent. C'est ce qu'on appelle les mercenaires. Un mercenaire, c'est n'importe qui qu'on utilise ou bien qui va lui-même chercher du boulot avec les armes à la main pour aller conquérir une terre étrangère afin de faire le sale job de tuer, de voler, de violer et d'accomplir donc cette sale besogne dans le compte d'une autre personne, un autre boss. C'est ce qui est en train d'avoir lieu en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous disons, les Blancs sont tellement malins. Faites attention quand vous faites la politique avec l'homme blanc. Ne tombez pas dans le piège des vocabulaires des Blancs. Quand vous appelez les M23 que ce sont les rebelles, vous-même, vous les appropriez. Je ne sais pas si les politiciens congolais savent la nuance entre un rebelle et un mercenaire. C'est pourquoi les Blancs disent les Africains ont un problème. Ou bien peut-être parce que le français n'est pas notre langue maternelle. Mais tu ne peux pas faire la politique sans comprendre les péripéties qui entourent une crise politique. Comprenez pourquoi on dit que ce n'est pas l'affaire de tout le monde d'entrer en politique et de faire la politique. Et les Américains se sont rendus compte qu'il faut tuer la classe politique consciente au Congo. On est en train de parachuter n'importe où. Remarquez votre classe politique maintenant, partout même dans les provinces. On a des enfants. Des vauriens qui sont des députés provinciaux. Quelqu'un est député national à Kinshasa. Quand tu parles avec lui, tu vas regretter. Aïe-Batel le comme côté. Il ne sait rien, jamais préparé. Il n'a même pas la morale. Le civisme, Aïe-Bata capitale, il y a Kivu, il y a Nord Kivu, capitale Nord Kivu, Aïe-Bité. Mais ça, député à Kinshasa. C'est les Blancs qui sont en train de faire ça. Faire la promotion des ignorants, des fainéants, des imbéciles. C'est un grand programme international d'imbécilisation de la classe politique en République démocratique du Congo, afin de l'exploiter au maximum, aussi longtemps que possible. Tout homme qui viendra avec un projet d'éveil, de réveil des Congolais, on te fait la guerre. Qui va te faire la guerre? Les fainéants à qui on est en train de donner des jeeps, donc de l'argent facilement. Un fainéant qui trouve l'argent gratuitement comme ça a toujours été méchant. Il ne peut jamais penser à la République, à l'avenir du peuple congolais. Il va te faire la guerre s'il sait que toi tu sais, tu as étudié, tu es spécialiste en Sciences Po, tu es spécialiste en économie. Il ne va pas laisser la place. C'est la classe politique remarquée que nous avons au Congo. Pas tous, mais la majorité des gens qui font la politique au Congo sont des imbéciles, des fainéants. Qui ne sont spécialistes en rien. Et l'Amérique est en train de pousser cet agenda, même les Kagame. Mettre des vauriens partout. Un vaurien qui touche 21 000 $ est capable de tout. De te tuer, de t'empoisonner. Même si le Congo est en train de tomber, de reculer, on coupe les provinces, les rebelles attaquent. Lui, son problème n'est pas là. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. C'est un cerveau vide, bouché, obscur. Lui, son problème, c'est l'argent.
Il ne connaît pas le patriotisme, c'est quoi? Il ne sait pas la géostratégique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le Congo est dans quoi? Il ne va pas t'expliquer. Hein? Mais c'est un député national, provincial. Toute la crise que vous avez au Congo, c'est parce qu'on a réussi à imbéciliser la grande partie de la politique, des politiciens congolais. Tout à fait, on est en politique, Janine. Si tu ne sais pas pourquoi tu es politicien, pourquoi ne pas démissionner? Ainsi, je vous disais quoi? Faites attention aux mots. Mettez chaque mot à sa place. Quand tu es politicien congolais, toi-même, tu prends la parole. Tu appelles les M23, les ADF Nalou, que ce sont des rebelles. Qu'est-ce que tu fais? Tu les colles à la nation congolaise. Donc c'est comme si tu disais que ce sont des Congolais. Dans des termes politiques, un rebelle, c'est qui? C'est un fils du pays qui n'est pas content du système politique en place. Il se rebelle, il se soustrait. Parce que vous ne voulez pas mettre en place des moyens diplomatiques, des moyens démocratiques, là où il peut s'exprimer. Votre système politique peut-être est violent. Vous pouvez les arrêter, vous n'avez pas la tolérance des différences d'action, de pensée. Pour se sauver ou bien changer le système, il voit qu'en démocratie, on ne changera rien au Congo par exemple. Il se rebelle, il va en brousse, soit à l'intérieur de votre pays. Un rebelle aussi peut traverser la frontière, ce n'est pas exclu. Pour aller même en Angola, en Zambie, au Rwanda, au Burundi, selon la proximité de l'endroit là où il veut faire ses affaires. Pour commencer maintenant à faire quoi? Non pas attaquer ces pays-là, non. Un rebelle revient toujours attaquer son père, ses frères. Un rebelle se rebelle contre le système national. Ainsi, les Diabos, ex-Katangais, étant Katangais, c'est-à-dire Congolais, Zaïrois, ne tuez pas les gens en Angola. Ils n'avaient jamais attaqué le gouvernement angolais. Les ex-Katangais, non. Bien que Tchombe avait laissé beaucoup d'argent pour qu'il soit hébergé en Angola, entraîné là-bas, il pouvait faire des petits jobs pour survivre en Angola. Mais étant des Congolais, ils se sont retrouvés là-bas, c'est pour venir attaquer et changer le système politique du Congo. Même couper le Katanga, c'est l'agenda. Le Katanga est dans le Congo. Tu ne peux pas couper le Katanga en l'air comme ça. Tu vas entrer d'abord dans ce Congo-là pour retrancher ton Katanga. Donc tu dois traiter toujours avec les Congolais, que tu le veuilles ou pas. C'est ainsi qu'ils sont venus attaquer le Congo parce qu'ils sont Congolais. Ils étaient toujours Congolais parce qu'ils n'avaient pas réussi à couper le Katanga. Même si c'était leur objectif, oui, ça allait se matérialiser dans le futur. Mais ils étaient Congolais quand ils sont venus. C'est ça un rebelle. Mais quelqu'un qu'on emploie, un Ougandais, Burundais, Rwandais, Tanzanien. Donc, on collectionne une ribambelle de gens. On les entraîne quelque part. Ils n'attaquent jamais leur pays pour ne pas attaquer leur pays. C'est pour les envoyer dans une mission, dans un pays étranger, qui est par exemple le Congo. On leur dit, nous avons envie de voler du coltan, la cassitérite, l'orphamite, il y a de l'or là-bas, il y a beaucoup de richesses. Le mercure est quelque part là-bas. Le Congo est tellement riche. Nous voulons voler, mais on ne peut pas aller acheter. Nous voulons prendre à moindre prix ou bien gratuitement. Alors nous sommes en train d'entraîner les gens qu'on va envoyer au Congo voler. C'est ça la vérité. C'est ce que les Américains sont en train de faire. Alors ils entraînent des gens en dehors du Congo pour qu'ils reviennent au Congo voler. Ce ne sont pas des rebelles, parce que ce ne sont pas les fils du pays. On les appelle des mercenaires. Les M23 sont des mercenaires. Un mercenaire, c'est un homme qui cherche l'aventure. Tu peux travailler pour n'importe qui. Tu lui donnes tes services en échange d'un salaire et de la nourriture. Tu peux être en train de passer en brousse là-bas, tu fais tes champs. Ah, dis, ma chambre à Eripe bien. Tu vas commencer à faire le business d'aller vendre du pain à Moussumba, Dilolo, Mouchacha, tout ça. Par aventure, quelqu'un te dit, toi tu es en train de souffrir. Il y a un job que nous pouvons faire. Quoi? Allons se faire mercenaires.
travaillant pour l'armée de l'Angola. On cherche des gens. Non. On cherche tout le monde. Pour nous envoyer où? C'est pour aller attaquer le Congo-Brazza. Il y a une mine là-bas, on attaque, on vole, on donne. Les autorités angolaises utilisent ça. C'est vrai, hein? Ça paye bien. L'armée dans de bonnes conditions, tu vas bien. Tu n'es pas angolais. Tu cherches seulement l'aventure, le moyen de vivre, tu tombes sur ton ami qui te dit « Allons en Angola, on va nous embaucher. » Tu n'es pas rebelle. Tu n'es pas angolais, mais tu es mercenaire. Tu trouves Congolais qui trouvent du boulot en Angola pour aller attaquer le Congo-Brazza. Congolais du Zaïre, Congolais de Kinshasa, qui trouvent du boulot en Angola pour aller attaquer le Congo-Brazza afin de voler, je ne sais pas, il y a de l'or, pétrole, diamant quelque part là-bas, selon le besoin de ceux qui vous entraînent. Tu n'es pas rebelle. Tu es mercenaire. Le travail fini, tu rentres. Ainsi, dans le monde, il y a beaucoup de mercenaires. Vous savez ça. Ce sont les gens qui s'entraînent militairement, à qui on peut faire appel n'importe quand, pour aller faire un job n'importe où dans le monde. Beaucoup s'entraînent sous le couvert de vos sociétés de gardiennage. Faites attention. Les sociétés de gardiennage entraînent des mercenaires sous couvert. Oh, ni bagarde, ba cobra, ba zulu, abanjokama ba simba, ba tembo. Faites attention. Avant que je n'oublie, c'est ce que Corneille Nangaa faisait. Je vais parler de Corneille Nangaa, que vous voulez accueillir. Corneille Nangaa le faisait là où il était. Avant de parler de Corneille Nangaa, je conclus. C'est ce qui est en train de se passer dans la région des Grands Lacs. Les multinationales anglo-saxonnes, avec l'Amérique en tête, ont besoin d'entrer au Congo pour voler. De ce fait, il faut créer des camps d'entraînement en Ouganda et au Rwanda, engager des gens qui n'ont pas de boulot, les envoyer voler au Congo, occuper des terres pour voler, point barre. Ce sont des Rwandais. Mais cela n'empêche, tu peux y trouver même un Congolais, c'est possible. Cela ne veut pas dire que ce Congolais est rebelle, non. Il ne fait rien, il n'a aucun rôle. Lui, c'est par la famine, ninja la tout. Et on a fait la guerre, assigné et Yoma. Moi, au lieu de mourir de faim, là où j'étais à Isiro, ici on me paye bien, je vais dormir quand même dans un camp. Les Blancs nous donnent en tout cas du lait, mon cher, parfois quand on vole là-bas, moi aussi je peux avoir des grammes d'or. Hein. Militaire, il a 5 000 $ en Aweka. Il aime ce job. Il est congolais. Mais il travaille pour le système mercenariat installé par les Américains au Rwanda ou bien en Ouganda. Il ne commande rien. Tu vois, il n'est pas rebelle. Il est mercenaire aussi. Parce qu'il travaille dans un système qui vient de l'extérieur. Vous comprenez? Il allait être rebelle si il était employé par un Congolais mécontent pour attaquer le Congo. Donc faites attention avec vos vocabulaires. Quand vous utilisez les mots, les rebelles du M23, vous-même, vous lavez ces gens-là. Vous leur donnez la nationalité congolaise, peut-être sans le savoir, ni le vouloir. C'est ça la politique. C'est pourquoi moi je regrette. Quand tu vois un journaliste à Kinshasa parler de la guerre de l'Est, il dit, les rebelles de M23 ont encore attaqué. Ils ont encerclé la ville de Sake. Oh. Corrigé. Il faut dire, les mercenaires du M23 entraînés au Rwanda, en Ouganda, envoyés par les multinationales avec l'approbation de Paul Kagame et de Museveni, ont encore attaqué la République démocratique du Congo. Ils ont entouré la ville de Sake. Vous voyez, vous alertez le monde entier déjà. Kagame aura peur. Au commencement était la parole. Ça a une puissance. N'oubliez jamais qu'avant de venir vous faire la guerre physiquement, les Blancs préparent d'abord leur plan. Et ils vous font d'abord la guerre médiatique. N'oubliez jamais, il y a la guerre des informations, ça existe. Quand vous-même vous appelez les Rwandais, les Ougandais, que ce sont les rebelles, c'est-à-dire vous acceptez que ce sont vos frères congolais mécontents,
Comprenez pourquoi on vous oblige à aller vous asseoir avec eux pour signer des choses. Toi, tu vas signer avec un Rwandais quoi? Même si on met Willy Ngoma, on peut même justifier sa mère est comme ça, Mukongo, on peut nous dire tout, on vérifie, c'est vrai. Willy Ngoma peut être à moitié congolais, à moitié rwandais, tout ce qu'on va nous dire. Il n'est pas seul, ils peuvent être même 30. On ne refuse pas. On vérifie, c'est vrai. Est-ce pour autant, c'est eux les maîtres de M23? Non! Ce n'est pas leur mouvement. Les gens comme les Willy Ngoma et les autres qui peuvent être des Congolais, soit full-time ou bien à moitié. C'est ce qu'on appelle les imbéciles utiles. Un Congolais imbécile qui fait avancer la cause des Rwandais, des Ougandais, des Américains, en allant faire du mal à son propre pays, par inconscience ou bien par famine, besoin d'argent. On utilise, il y a toujours des imbéciles utiles, quelque part. Il pense que le travail qu'il est en train de faire, il va manger, mais il détruit son pays. Il détruit le progrès de son pays. C'est ça qu'on appelle les imbéciles utiles. Je ne vous dis pas que parmi les M23, vous n'allez pas trouver des Congolais, c'est faux. En sciences politiques, on peut te dire, c'est vrai. Mais comme ce n'est pas eux le maître du mouvement des M23, qui est un mercenariat, ils n'ont aucun titre. On te donne le titre de porte-parole. C'est pour faire croire au monde que tu es Congolais, ce sont les Congolais. Or, c'est faux. Ce mouvement-là n'a rien de Congolais. C'est un mouvement rwandais, mais qui collecte certains imbéciles utiles, qu'on place en première ligne, pour parler Lingala, Chiluba, Kikongo, tout ça. Un vrai Congolais, mais imbécile, qui travaille pour les pays étrangers. Pour manger seulement. Il accompagne les étrangers pour détruire son pays. Ça existe. La guerre des mots, c'est ce qu'on appelle la guerre médiatique existe. Un autre exemple de guerre médiatique. Israël est en train de tuer les Palestiniens. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué une chose. Si vous n'avez pas encore remarqué cette chose-là, à partir du moment où je vais vous expliquer la chose en question, regardez maintenant les informations de France 24, suivez même RFI, et de beaucoup de télévisions dans la langue que vous comprenez mieux. Vous allez voir une chose à laquelle beaucoup de gens ne font pas attention. Comment est-ce que les médias occidentaux, y compris les médias français, présentent cette guerre qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui même, le 10 avril 2024, au Moyen-Orient? Ils disent quoi? Israël est en train de combattre le Hamas. Vous comprenez? Ils ne disent jamais qu'Israël est en train de combattre la Palestine. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est la guerre médiatique, le mensonge médiatique. Ils font semblant, ils effacent la Palestine du système international. C'est comme si la Palestine n'existait pas. C'est comme si le Hamas n'est pas palestinien. C'est un mouvement de terroristes. C'est pour fragiliser le Hamas et le présenter comme un mouvement isolé, qui ne se bat pas pour les Palestiniens, qui se bat pour d'autres choses. Ce sont des vagabonds, des voyous. Non. Le Hamas, c'est la branche armée des Palestiniens qu'on a fait souffrir pendant longtemps par Israël. Vous comprenez? Les Palestiniens ont vu que ces gens sont venus nous occuper, comme ils sont en train d'occuper le Congo petit à petit, avec l'imbécilisation des politiciens congolais. Ils finiront par là si nous ne revenons pas à temps. Parce que les Blancs essayent d'abord. Ils finiront par faire tout ce qu'ils feront chez vous, si vous le voulez vous-même. Ils ont peur aussi. Et ils ont peur de quoi? Du réveil du peuple. La plus grande armée qui fait peur même aux superpuissances américaines, britanniques, françaises, c'est le peuple. Quand le peuple devient conscient, commence à se réveiller, les Américains auront peur. Alors comprenez la guerre même du Moyen-Orient. Suivez les informations très bien. Ils veulent désassocier, donc soustraire le Hamas de Palestine. C'est comme si les Palestiniens n'ont rien. Ils ne sont pas dans cette histoire. C'est un petit groupe de djihadistes terroristes qu'on est en train de tuer. Il faut les tuer pour les effacer. Non. Le Hamas, c'est l'armée de la Palestine.
Les Palestiniens d'abord avaient leur armée. Quand on a commencé à leur arracher la terre, on a dissous leur armée, on a commencé à les chasser. Alors, maintenant, ils se sont réorganisés dans des groupes de résistance. Les Palestiniens maintenant combattent la puissance israélienne, qui n'est pas Israël à elle seule comme ça. Parce que l'Israël, c'est comme le Rwanda de Kagame. C'est l'Amérique qui est en train de tuer les Palestiniens à travers les sionistes, des mercenaires même blancs du monde entier à qui on a donné l'étiquette d'Israéliens. La plupart ne sont pas Israéliens. Ce sont des Occidentaux de tous bords qu'on ramasse partout. Il y a des Allemands là-dedans, il y a des Français. Même quand on pose les questions, oh, il a été enlevé. La fille là-bas d'origine française a été enlevée par les Hamas. Toi, français, tu t'es retrouvé là comment? Tout le monde ment qu'il est israélien alors qu'ils ne le sont pas. C'est pourquoi nous vous disons, faites des recherches. Ce qu'on nous présente aujourd'hui comme l'Israël, ce n'est pas le vrai Israël. Ce sont les sionistes. C'est un mouvement politique de conquête du Moyen-Orient. Comme on est en train de conquérir la région des Grands Lacs, le bassin du Congo, donc, en changeant les Rwandais, on va congoliser les Rwandais petit à petit. Ça, mon tchèque. La bien du politicien, bien du quand ça va durer, il y a un principe en politique qui dit un mensonge plusieurs fois répété à coups de canon sur le terrain, à coups d'argent par les lobbyistes du monde entier, les groupes, comment est-ce qu'on appelle, les groupes de pression les plus riches, on vous imposera ce mensonge-là que c'est une vérité. C'est ce qu'on est en train de faire au Congo. On va nous imposer des Rwandais comme des Congolais par force. Pour qu'ils viennent donc contrôler nos terres dans le bénéfice des Américains. Les Américains ont l'arme comme ça. Nous amenons des Rwandais, nous allons les imposer sur votre territoire comme des Congolais. Acceptez, n'acceptez pas, ils sont Congolais à partir d'aujourd'hui. Mais le font avec la complicité de nos politiciens qui aiment tellement l'argent, qui sont des imbéciles politiques. Ils mangent bien tout en vendant leur pays. Et la guerre va durer. Un système pareil, on le fait durer dans le temps. C'est ce que même appelle en anglais, quand il y a deux sortes de guerres. Il y a une guerre forte là-bas, le feu, on vous tue. Quand ils finissent, ou bien quand ils veulent vous pénétrer gentiment, ils disent soft, hein? Yeah, ils disent soft war. C'est une guerre douce. Une guerre douce là-bas. Ils forment des idéologies. Les Rwandais deviennent des Congolais. On leur donne le nom de Banyamulenge. On va les pousser au Congo. Ils vont commencer à faire des bruits. Nous avons l'argent. Nous allons commencer à leur donner l'argent. Les accueillir partout en Amérique. Un groupe de Rwandais. Tous sont des Rwandais. On les accueille à Washington. Nous sommes des Banyamulenge. Nous sommes en insécurité au Congo. C'est un Rwandais. Il n'a rien à foutre avec Fizi, Barak, Aïna Kwabo. Ce sont les Américains qui leur donnent des rôles à jouer. Ils savent très bien, je l'ai dit devant la caméra, ce ne sont pas des Congolais. C'est dans un théâtre cruel pour voler les terres du Congo et les richesses. Quand vous posez trop de questions, on leur donne trop de facilités. Parce que c'est l'Amérique qui les utilise. Ils ont accès à des télévisions, la radio, des conférences, des voyages. Parce que l'Amérique veut créer un mensonge là. Vous voyez? C'est ça. Un mensonge, plusieurs fois répété, finira par être cru que c'est une vérité par des gens qui ne sont pas informés. Faites attention. Ainsi, les Blancs ont réussi à créer un Israël de mafia. La 13e tribu. C'est ce qu'on appelle par les Blancs, les historiens, inspecteurs, la 13e tribu, the 13th tribe. Lisez un livre de Arthur Kessler. Ça, c'est la version anglaise, the 13th tribe, c'est-à-dire la 13e tribu. On vous montrera avec des preuves historiques à l'appui
comment les Blancs sont allés créer cet Israël que vous voyez. C'est un Israël créé par les Occidentaux, par les Américains en première position. On les appelle les sionistes. C'est un parti politique de la suprématie de l'homme blanc. L'homme blanc veut être suprême, veut occuper des terres stratégiques pour contrôler le Moyen-Orient. Il n'y avait pas moyen d'aller se faufiler. Ils ne sont pas les Moyen-Orientaux. Ce sont les Blancs de l'Europe en majorité. Mais comment aller donc avoir une présence permanente au milieu de ces pays arabes qui sont têtus, qui représentent un danger culturel et même un danger militaire contre nous? Les Arabes n'ont peur de personne. Il faut les pénétrer, les infiltrer et prendre un morceau de terre et rester là pour les contrôler plus près et les tuer chaque fois. Si nous leur laissons la liberté, ils vont s'organiser, avoir des armées fortes, ils vont commencer même à venir nous coloniser, nous les Blancs. La meilleure façon, allons les coloniser d'avance. Ainsi a pris naissance cet Israël qu'on appelle Israël. C'est un Israël de mafia, un Israël de papier. Il faut aller chasser les vrais autochtones. Et ainsi les Blancs, les Occidentaux ont pris cette terre avec l'autocollant Israël. Ils récoltent les gens venant du monde entier. Et tout le monde est israélien. Comprenez pourquoi ils tuent sans pitié. C'est-à-dire, c'est la guerre de quoi? La guerre des civilisations. Hein? Si nous ne les tuons pas, ils seront trop nombreux. Ils vont nous gagner dans cette guerre. Il faut les tuer sans pitié. C'est Brenda Fassie, la chanteuse sud-africaine qui est déjà morte, chantait. Eux aussi ont souffert durant l'apartheid. Hein? Les hommes blancs sont venus prendre l'Afrique du Sud par la force. Bah, les Hollandais, mélangés avec les Allemands là-bas, on les appelait les Afrikaners, les Boers. Ils avaient une stratégie. Il faut tuer. Parce que s'ils mettent au monde des enfants qui vont grandir, et vous savez comment les Africains mettent au monde, ils seront trop nombreux dans 10 ans, 20 ans, plus que nous. Dans une guerre, ils vont nous chasser et nous gagner. La meilleure façon de les gérer, mettons en place un système d'apartheid. Les tenir à l'écart et rendons-nous compte qu'on les tue chaque fois. Tuez leurs jeunes. Quand vous tuez les enfants, c'est-à-dire vous tuez une race, ils ne vont jamais se multiplier. C'est le système de shoot them before they grow. Tirer sur eux avant qu'ils ne grandissent. C'est ainsi, Brenda Fassie a chanté une chanson. Shoot them before they grow. Ouba oué, avant Bakomeye. Tire sur eux avant qu'ils ne grandissent. Dans les chansons de l'apartheid. Il explique comment ils ont souffert parce que les Blancs ont décidé de shoot them before they grow. Tire sur eux avant qu'ils ne grandissent. Shoot them before they grow. Donc, il faut connaître l'histoire du monde. Un Blanc n'a pas pitié. Pour prendre tes terres, un Blanc est capable de tout. Ainsi, je parlais, ils ont créé leur Israël de mafia, la 13e tribu. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et ils présentent une fausse image de la guerre qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'effacer la Palestine du vocabulaire. Car les Palestiniens, ce sont les propriétaires véritables de cette terre. Si nous parlons de Palestiniens chaque fois, c'est comme si nous acceptons que nous sommes en train de nous battre avec les Palestiniens. C'est comme si nous disons au monde que nous sommes des voleurs en train de battre les Palestiniens pour leur arracher la terre. Faisons semblant comme si les Palestiniens n'existaient pas. C'est ainsi qu'ils représentent cette guerre. Suivez même l'information ce soir. Même demain matin, si vous n'avez pas tiré attention. Lisez même sur l'écran de France 24. TF1. Suivez même RFI. Tout le monde dit la guerre entre Israël et Hamas. Ils ne disent pas la guerre entre Israël et Palestine. Alors vous allez comprendre. Vous comprenez? De même au Congo. Ils ne représentent pas les M23, que ce sont les mercenaires. Non. Ils les représentent comme les rebelles. C'est pour les congoliser. Et toi, Congolais, ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères,
porte-parole du gouvernement, tu prends la parole, tu joues le jeu de l'ennemi toi aussi. Parfois même le président de la République, nous sommes ici, vous savez, notre pays traverse une crise parce que les rebelles du M23 continuent à nous attaquer. Ce ne sont pas des rebelles. Un rebelle doit être ton frère qui se retire pour venir t'attaquer, pour revendiquer un morceau de pouvoir avec vous. La démocratie peut-être, cesser la mégestion. Mais un homme qui vient de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, qu'on entraîne au Rwanda, à qui on donne une mission d'aller traverser la frontière, tuer les gens, les déplacer pour avoir accès à l'or, au coltan, au diamant, je ne sais quoi. Depuis quand on l'appelle rebelle? Non. Les Blancs rigolent, disent, tu vois ces gens. C'est comme si vous l'avez. C'est vous-même qui l'avez les M23. Ce ne sont pas des rebelles. Appelez-les à partir d'aujourd'hui des mercenaires. Et la guerre d'Israël, c'est Israël contre Palestine. Eux n'aiment jamais mentionner le nom Palestine. C'est pour minimiser. C'est pour séparer le Hamas de la Palestine. Ce sont les Palestiniens qui ont fait le Hamas comme une branche armée pour sauver les femmes, les enfants. Vous avez une armée. Donc vous ne nous donnez pas le droit d'avoir une armée. L'ONU des grandes puissances, l'ONU de mafia, a refusé à l'État de Palestine d'avoir une armée. C'est pour mieux l'effacer. Les Palestiniens ont dit non. Même si vous nous refusez le droit d'avoir une armée, nous allons créer notre armée Nanko. Ainsi, ils ont créé le Hamas, la branche armée des Palestiniens pour défendre les enfants de Palestine. Il y a deux branches, le Hamas et le Fatah. Pourquoi deux branches? Il y a eu mésentente. Les services secrets d'Israël, c'est-à-dire les Américains, sont entrés au milieu pour créer la zizanie. Ainsi, le Fatah a toujours été corrompu. Le Hamas est strict. Le Hamas ne cède pas à la corruption. Un groupe de Palestiniens qui ont décidé de travailler pour protéger leurs frères, ils ont d'abord créé le Hamas. Alors, la CIA est entrée à l'intérieur pour les corrompre, diviser pour mieux régner. Les chefs d'un même mouvement de défense de la Palestine ont eu des points de vue différents. Au lieu de régler leurs problèmes, ils étaient obligés de se séparer. Ainsi, on a eu le Hamas et le Fatah, qui ne s'entendent pas sur le plan idéologique. L'Amérique, à travers Israël, accepte de travailler, de collaborer avec le Fatah. C'est le Fatah qui a mis au monde l'autorité palestinienne, le vieux là, qu'on présente comme l'autorité de la Palestine. Parce que le Fatah est soft, le Fatah est mou. Hein? Ils aiment collaborer avec des gens qu'ils affaiblissent et qui acceptent de rester dans la position de faiblesse. Ils vont collaborer avec toi. C'est comme le gouvernement du Congo. Vous-même, vous avez accepté d'être les enfants domestiques de Kagame, de Museveni. Tu vas voir les Américains venir au Congo. La délégation américaine est venue pour voir le président de la République et le gouvernement du Congo. Dans une séance de travail, il va durer 48 heures. Ils vont échanger. Échanger quoi? Il faut avoir honte. Tu sais bien que cet Américain qui vient là-bas, c'est eux qui nous tuent. Toi, Congolais, tu te mets là avec les Américains dans une séance de travail de 48 heures. Oh, Bouzobate. C'est-à-dire, vous avalisez, vous donnez raison aux Américains et aux Rwandais vous-même. Vous acceptez les tueurs. Tu sais que ce monsieur, c'est celui qui a tué mes enfants. J'ai 7 enfants, il a tué 2. Et c'est celui qui continue à tuer mes enfants. Tu vas t'asseoir à une table, vous signez même le partenariat. C'est ce que les politiciens congolais font. Si on avait des politiciens conscients, il ne faut pas avoir des chars de combat. Bongo. La parole et la personnalité. Nous n'allons signer aucun accord avec l'Amérique avant que nous ne voyons clair dans la guerre d'agression du Congo. Agression, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire, ce sont les mercenaires. Point barre. Mais c'est vous-même. Vous voulez arriver à la présidence d'une manière antidémocratique pour servir les Rwandais. Maintenant que vous ne foutez rien, vous allez dire quoi aux Congolais demain? Qui rend mauvais service aux Congolais? C'est vous les politiciens congolais. Il fallait refuser. N'acceptez jamais d'arriver à la présidence
selon la volonté de Washington, à travers Kagame et Museveni. C'est un piège. Point barre. Pas d'excuses. Ceux qui ont dit mis aux à la président, dans le système électoral, il y a mafia. C'est-à-dire, les Américains, ils Sara Kagame et Museveni, ils la pression, ils troubler l'élection au Congo. Yope ont dit mis. Ah, foutu. Aux gens, c'est là-bas, Congolais, Lukuta. C'est-à-dire, aux gens, c'est là-bas, Rwandais. Conclusion, ça sera quoi? Blocage sur blocage. Tu ne peux jamais servir ton peuple, car ce n'est pas ton peuple qui t'a mis là. Chaque fois que tu veux faire quelque chose en direction pour le bien de ton peuple, ceux qui t'ont mis là, hein, te gratignent à l'épaule. Hé, come on, tu veux faire quoi? Oublie, on ne s'est pas convenu comme ça. Quand on voulait te donner la présidence, tu as signé un papier, oui. Tu as dit de faire quoi? Ah, de faire ceci. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu rigoles. Et cette signature là-bas s'appelle quoi? Les accords. C'est pour cela qu'il y a les accords de Kingakati. Quelque part, il y a un président qui va au Rwanda, il signe des choses lui-même. Hein. Il va en Ouganda, parfois en secret. Parfois, vous le voyez, il va rencontrer Museveni, il signe des histoires. Je n'accuse personne, mais je vous ouvre les yeux. Félix Tshisekedi est à peine devenu président dans des conditions illégales. Vous le savez, vous tous. C'est le moment de nous dire des vérités. On vous a laissé le temps. Je pense au niveau où se trouve le Congo. Même les imbéciles commencent à voir qu'il y a un ça ne va pas au Congo. Ce régime a un ça ne va pas. Il y a du sable dans la roue politique du Congo. Parce que y a bintu bienu. Y a bintu aba Congolais. Ni bintu aba Américain. Na Kagame na Museveni. Aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment. Là, on peut dialoguer maintenant. Amuta to chambula sa zamani. Mutekala mo onye munangara sama. Iki eglata mishikipendake. Mais où master? C'est ma gamme en vérité. Mais je m'attaque. Mais quand même, la situation mon terrain, mon frère, est compliquée. Master a raison, mais c'est pourquoi moi j'ai fait des vidéos. Je ne cherche pas votre amour. Je cherche l'amour devant les filles. Si j'ai besoin d'aimer ou d'être aimé, il y a trop de femmes. Hein? J'aime les femmes, on fait tout ce qu'on va faire, les bêtises avec les femmes. C'est là où on trouve l'amour. Devant l'écran, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de vérité. C'est comme ça. Regardez la situation politique du Congo. Et situez-vous maintenant, vous allez voir d'où vient le problème. La source du pouvoir n'est pas au Congo. Et je disais quoi? Au plus grand début, 4 ans, 5 ans, prenez les vidéos, écrivez Félix Tshisekedi au Rwanda, il signe. Félix Tshisekedi en Ouganda, il a signé des choses. À peine investi. Quelques semaines seulement, Kagame est venu. Hein? Kagame est venu rapidement. Kagame attendait à la frontière avec les troupes. Ça faisait partie du deal. Tu deviens président rapidement, les troupes rwandaises traversent à minuit pour entrer au Congo. Ainsi, Kagame était venu. Les troupes rwandaises devaient d'abord venir contrôler Goma, tout ça, arriver même à Kinshasa en secret. Pour se rendre compte que le jour où Kagame viendra, il ne sera pas en insécurité. Ainsi, il est venu, vous-même, vous avez chanté Yo Nani, Oboya Kagame. Les Rwandais ont dit, ah, les Congolais sont des imbéciles. Nous sommes en train de conquérir un peuple bantou, biwele, wele. Nous nous avons décrit la situation politique. Je vous parle en tant que votre frère maintenant. Vérité, à l'allure où vont les choses, la politique du Congo, nous sommes toujours des frères. Qu'on le veuille ou pas.
qu'on s'aime ou bien qu'on se déteste. Disons-nous maintenant la vérité, même si elle est amère. Avez-vous déjà demandé à Félix Tshisekedi la fois, ou bien les fois au pluriel, les quelques fois il s'est rendu au Rwanda, il a signé des histoires là-bas. À peine investi président du Congo, Tshisekedi est allé. Il a signé des choses. Après le Rwanda, il est allé en Ouganda. Et il est accompagné souvent de qui? François Bey. Je ne vais pas beaucoup commenter. Si je parle trop, ça va vous énerver. Alors, regardez les vidéos vous-même. Félix Tshisekedi et François Beya en visite au Rwanda et en Ouganda. Ils ont signé trop de protocoles. Maintenant, laissons le Rwanda et l'Ouganda. Revenons avec notre caméra au Congo. Quel sénateur congolais, quel député national congolais, quel député provincial congolais, quel membre du gouvernement congolais, quel chef coutumier congolais, quel gouverneur de province du Congo a déjà demandé à Tshisekedi, tu es allé au Rwanda signer quoi? Toi avec François Bey. Après le Rwanda, vous êtes allé en Ouganda engager la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ce qu'il signait, ce n'est pas lui. Il a engagé la République démocratique du Congo dans des deals, des exigences. Et ce sont ces exigences qui pèsent sur lui aujourd'hui, qui bénéficient aux Rwandais et aux Ougandais. Lui-même est allé les mains et les pieds liés comme ça. Lui-même est allé au Rwanda comme un prisonnier enchaîné. C'est triste. C'est le moment de nous dire des vérités pour que tout le monde, to uti wapi na Congo na biso, toza wapi na toza kokende wapi. Je suis habitué aux insultes, matin, midi et soir. Et si les insultes pouvaient tuer quelqu'un, je pense que je devais être parmi les cadavres au Congo. Comme les insultes ne tuent pas, je suis vivant et les événements nous donnent toujours, si pas toujours, plusieurs fois raison. On ne peut jamais régler la situation politique d'un pays. Un pays, ce n'est pas un bien privé, ni est touchibote. Tu ne peux jamais faire taire un frère congolais qui s'exprime pour le pays, ni est tout. C'est un bien, héritage commun, yachibote. Achamuntu aseme. En parlant, même si tu ne m'aimes pas, je suis en train de vous dévoiler des histoires utiles. Même un politicien sage, a tes en a capté. Comprenez pourquoi dans d'autres pays, on ne ferme pas la bouche de quelqu'un qui veut s'exprimer. Pourquoi les Blancs encouragent la démocratie? Ils ne t'aiment pas, mais ils te laissent parler. Beaucoup de choses que les Américains font, ils tiennent ça de la bouche de leurs opposants en Amérique. Il sait que ce monsieur-là, je suis président des États-Unis, il ne m'aime pas. Il dit des choses toujours pour me contredire. Il faut le laisser parler. 30 minutes, 45 minutes. Il va dire des choses peut-être utiles qui vont t'aider toi-même, président. Tu captes. Il est opposant, mais quelque part, il a dit la chose là. Nous devons arranger cette chose avant que ça n'arrive. Parce que si nous la laissons, il va faire des bruits dans 2 ans. Tu vois, l'opposant vous a aidé. Quand un opposant se plaint, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous voulez encore quoi? Ce ne sont pas des propositions. Bino bolobaka, yo lobaka, o proposé nini. Tu t'as proposé nini, mouna tufungisha kini. Ceux qui proposent des choses, ce ne sont pas les membres de votre parti politique. Hein? Ce ne sont pas les gens de votre union sacrée pour la nation. Ce ne sont pas les gens de FCC quand Kabila était au pouvoir, non. Ceux qui proposent des choses, c'est ceux qui ne pensent pas comme vous. Ceux qui sont contre votre système en place. Leur plainte, c'est déjà des propositions. En se plaignant, ils énumèrent une liste de ça ne va pas. Toi, tu es au pouvoir. C'est pour cela qu'il faut laisser les opposants parler. Museler les opposants. Tu ne sauras pas là où tu fais mieux et là où tu gâches. C'est pourquoi les dictateurs meurent comme des animaux, comme des pigeons. Achabantu baseme. Un monsieur qui parle, moi je ne peux jamais l'interdire. À moins qu'il y ait un chamboulé, manque du respect, il y a la loi quelque part.
Mais il est en train d'utiliser des mots mécontents, mais en disant des choses sans m'insulter. Un bon président puise chez le mécontent. C'est dans le mécontentement des opposants, là où se trouve le ça ne va pas de notre pays. Et quand tu connais là où se trouve le ça ne va pas de votre pays, automatiquement tu vas trouver des solutions, chercher des solutions à ce ça ne va pas là-bas. Donc ce sont les opposants qui proposent. Oh Bolobaka, mon asema kasana mon proposé non. Une plainte, c'est déjà une proposition. Amuripe ba mwarimu, angara tunendaka kwa masomo. Hakuna tampemba. Batoto pe nigala chini. Nikwambie ni, wao comprendre que tu es ministre de l'enseignement. Kama mimi naria vile nini. Nikuwa tena nikubamba ministre kwa mkono, panda mu motoka. Twende ministre. Beba franga mukesi. Uko uturipe. Njo proposition. Ma plainte c'est déjà une proposition. Une sonnette d'alarme. Fanya kazi yako sasa. L'opposition est utile. Et c'est souvent l'opposition qui aide le régime en place à rectifier ses tirs et à éviter ses erreurs. Bafouer l'opposition, fermer la bouche à l'opposition, comme on dit, museler l'opposition, les traquer, les arrêter. Quand ils disent des choses sans insulte, sans donc menacer la sécurité nationale, donc vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, vous allez le payer. Et beaucoup de dictateurs, en fin de compte, ils finissent leur carrière eux-mêmes, on les chasse, ils vont mourir au Maroc, comme le cas de Mobutu, ainsi de suite. Et je continue, les Américains sont en train de prendre le bassin du Congo. En utilisant les Rwandais Tutsis, ils sont en train de vouloir tussifier la région des Grands Lacs avec la complicité des politiciens inconscients dans la région des Grands Lacs et au Congo. Cette histoire a commencé au Niger. Ils ont découvert quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? C'est la guerre douce. Ils sont en train de nous faire une guerre douce. Après l'infiltration, je vous ai parlé, après l'esclavage, on vous prend, on vous amène. Travailler à l'étranger, vous restez américain, vous restez guyanais, vous restez martiniquais, vous restez même français là-bas. Ils ont changé de système. Eux sont venus maintenant nous faire travailler chez nous. La colonisation. Après l'indépendance, ils nous ont imposé des militaires, des présidents militaires, après avoir tué tous nos papas, nos pères de l'indépendance. Ils nous ont amené une fausse démocratie. Chaque fois que vous voulez faire votre démocratie, les mêmes gens qui vous ont dit vous êtes démocratique maintenant, ils viennent brouiller vos élections. Et c'est le système que nous avons. Et les Américains ont compris. Dans la guerre de l'Afrique centrale, région des Grands Lacs, le bassin du Congo, c'est une guerre avec deux puissances. Les anglophones et les francophones. Les anglophones représentés par les États-Unis d'Amérique et les francophones représentés par la France qui a une tradition coloniale en Afrique centrale, région des Grands Lacs, bassin du Congo. On peut parler de Gabon, Cameroun, Congo, Brazza. La France a colonisé beaucoup d'histoires. L'Amérique n'a pas de colonie. La Belgique a colonisé le Congo, Kinshasa, Burundi, Rwanda, tout ça. Mais se sentant trop grand, l'oncle Sam, l'aigle de Washington, ne pouvait pas sentir qu'il est trop grand sans avoir la main mise sur les richesses du Congo, qui sont les richesses stratégiques. Une fois utilisées par un autre pays, ce pays-là sera plus puissant que l'Amérique. Ainsi, vouloir ou pas, ayant des traditions politiques, historiques avec vous ou pas, l'Amérique s'est sentie dans le devoir de sauter pour venir s'imposer dans la région des Grands Lacs. De là, l'engagement des gens qui devaient faire le job à la place des Américains. Car ce n'était plus l'époque de l'esclavage, colonisation, ils viennent eux-mêmes chez nous. Maintenant, ils sont à l'écart. Ils utilisent vos propres frères de la région. Donc les Rwandais, tous, ils sont en train de jouer le rôle des Belges, des Français ou bien des Américains. C'est eux les petits colons. Hein? Baza lokola ba petit mindele.
Quand tu vois un Rwandais, tout ce qui est devant toi, c'est-à-dire c'est un Américain qui lui donne le devoir de venir te coloniser, toi, son propre frère africain. Pourquoi les Rwandais Tutsis? Parce que la France, dans sa tradition, coopérait déjà avec les Hutus, les Bantous. Donc, l'Amérique a eu l'option de prendre le contraire des Bantous, des Hutus, sont les Tutsis. La France, tu as les Hutus, moi je vais prendre les Tutsis. Ainsi, la France voulait consolider son système politique en dehors de la France, en liant d'amitié, en se liant d'amitié avec des présidents. Elle s'est fait que c'était des présidents bantous. Les Abiyarimana, blablabla, les Mobutu, Bantou, Hutu. Hutu, c'est en Kinyarwanda et Kirundi, on dit Hutu. En Swahili, on dit Muntu. Bantou, nous sommes les mêmes. C'est ce qui n'a pas laissé d'autre option à l'Amérique de faire quoi? Comme toi, tu as les Bantous. Moi, je vais prendre les Nilotiques, les Hamites, automatiquement, pour faire le job. Ainsi, Mobutu utilisé par la France, l'Amérique s'est sentie dans l'obligation de chercher les Tutsis. Et comme les Tutsis n'étaient pas au pouvoir, la France voulait contrôler ses richesses à partir des années 1990, quand a sonné l'ère de l'utilisation maintenant des richesses stratégiques. C'était l'époque de l'électronique, l'intelligence artificielle. Donc, le bouton seulement peut bouger le monde. Tu peux tuer des gens à distance. Tu peux tout faire avec l'électronique. Vous envoyez des électrons. Vous tuez, vous êtes ici, un petit bouton seulement, vous tuez. Ce n'est plus la guerre là, il fallait aller avec des armées là-bas. Vous revenez fatigué, non. Vous lancez des histoires, ça bombarde là-bas, les missiles à précision. Un missile bien calculé, ça va tomber sur la présidence du Congo. Bah! Une missile avec image à l'intérieur, ça cherche monsieur Ilunga. On a des amis, les informations à propos du... Ça va circuler, quand ça voit Ilunga, c'est celui-ci, ça tue seulement Ilunga. L'intelligence artificielle, c'est ça l'ère, l'époque, la période qui s'est ouverte dans les années 1990. C'est ça même la cause de cette guerre que nous avons aujourd'hui. Le malheur du Congo, il s'est fait que le Congo a une terre riche qui renferme tout ce dont les grandes puissances ont besoin pour fabriquer leurs gadgets électroniques pour contrôler le monde d'une manière intelligente, en faisant des voitures intelligentes, des téléphones intelligents, des ordinateurs intelligents, les fusées intelligentes. Donc, tout devient maintenant intelligent parce que l'électron, c'est l'ère d'utiliser l'électron. Pour la première fois, les histoires qui étaient mécaniques commençaient à disparaître. Les histoires de boutons, cocota, remote control, papa, télécommande. Quoi? C'est les électrons qui travaillent. Qu'est-ce qui produit les électrons? Il y a des minéraux au Congo. Donc, le Congo, c'est le grand pourvoyeur de matières qui vont être utilisés dans l'électronique. Plus ou moins 60% de ceci, 70% de cela, 80% de cela. C'est ça notre malheur. Malheureusement, on n'a pas de politiciens honnêtes, des hommes d'État pour protéger le pays comme c'est les autres. Les Congolais ont été bousillés sur le plan cerveau par la dictature de Mobutu. Pas d'enseignement propice. Tout était par terre. Tout était sale. Quand Mobutu partait, il n'y avait rien qui était debout. Entrer dans le bureau, il n'y a que des papiers. Il n'y avait rien. On ne pouvait jamais trouver les archives de quoi que ce soit. Ton enfant est mis au monde quand? Dans les années 74. On ne pouvait jamais trouver un papier d'archives. Donc, le pays n'avait rien. On n'avait pas de livres pour l'école. Les universités du Congo n'avaient même pas de livres. On utilisait les stencils, les syllabus tapés à la machine, ta, 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 ta. On fait tourner les stencils comme ça, dans une histoire là-bas, quand il y a examen.
Et l'université ne les contrôle même pas. Chaque professeur vend ses stencils, il empoche l'argent dans sa poche. Donc le Congo était déjà mort. Et pendant ce temps, dans les années 90, quand l'université de Lubumbashi utilisait le système de stencils, moi je me rappelle, même au collège de la Labola, on donnait cours. Au moment des examens, il y a un secrétaire là-bas qui tapait les examens de tout le monde. Ta, 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 ta. Quand il finit là-bas, on prend de l'encre, on met quelque part là-bas, on prend maintenant les papiers. On commence à produire des papiers avec une histoire là-bas. Une machine ancienne des années 70, laissée par les Belges. Et c'est pendant cette période que nous avons eu la chance de sortir du Congo. Nous sommes allés à l'extérieur. N'allons pas trop loin. Parler de la Zambie, Zimbabwe, Namibie, partout là-bas jusqu'en Afrique du Sud. Ils n'utilisaient plus ces histoires de stencils. Ils avaient des machines électriques. Pas électroniques, je dis bien électriques. Vous entrez dans des bureaux en Zambie, vous n'allez plus voir des katash. Non. Des machines électriques, on connecte ça là-bas. Quelqu'un tape là-bas. Donc, ils étaient en avance. Ils faisaient leurs copies dans de grandes photocopieuses. Vous mettez seulement le papier là-bas avec un tas de papier vierge en bas là-bas. Vous avez des cartouches d'encre là-bas. Vous mettez là-bas. C'est fini. Vous tapez sur les boutons. Ça commence à copier. Les papiers sont propres. L'encre se voit très bien. Mais pendant ce temps-là, au Congo, c'est la main. Les stencils. Donc le Congo-Zaïre était en retard. La mauvaise gestion de Mobutu, encouragée par les mêmes Américains. Ainsi, on a imbécilisé tout un pays. Les universités sans livres, sans bibliothèque, on ne fait pas de recherche. C'est pourquoi moi je ne condamne pas les universitaires congolais. Ce sont des idiots à majorité. Les travaux de fin de cycle, licence, tout ce que vous faites là-bas. Il n'y a qu'à là. Même le raisonnement politique. Comprenez pourquoi vous avez du mal à capter la chose politique du moment. Que veut Kagame? Que veut Museveni? Qui fait quoi en Afrique centrale? Mutadjou Adje. Vous n'avez jamais été préparé physiquement, moralement. Les universités ne vous ont jamais envoyé en stage en Allemagne, en Amérique, en Suède, comme les autres universités. Vous voyez un avion full là-bas avec 20 étudiants qui s'en vont en Allemagne. L'université de Lubumbashi envoie 40 étudiants. 20 vont descendre à Bruxelles, les autres 20 vont continuer au Canada. 2 mois là-bas, vous êtes au Canada, en train de faire votre stage, de travailler dans le bureau du Canada. Il y a jumelage. L'université, par exemple, de Griot-Laval du Canada va créer une amitié avec l'université de Colosie. L'université de Lubumbashi a créé une amitié avec l'université de Washington. L'université de Likasi est en jumelage avec l'université de Bélarussie. Les enfants des Américains vont à l'Unicole pour voir comment vous travaillez. Les enfants de Colosie, ce n'est pas un miracle. Un passeport là-bas, c'est le ministère de l'enseignement qui fait des demandes. Les passeports, ce n'est pas un luxe. Pas, les étudiants. Laissez passer. Ils ont rien à faire un stage. Vous arrivez à New York, vous dormez dans de bonnes conditions. On a tout payé par vos 2 pays. Vous allez à l'université de New York, vous regardez comment on fait. Si vous êtes des francophones, vous décidez d'aller au Canada francophone. Vous, c'est la France, la Belgique. Partout où vous voulez aller, là, on parle français, anglais. Ça dépend de votre connexion. Ça n'a jamais eu lieu au Congo, mais ça se fait. Et ça se faisait en Zambie, Zimbabwe, comme ça. Comprenez le retard de raisonnement d'un étudiant congolais qui chante pour un politicien qui n'a même pas étudié plus que lui. Baba Kiunga Kumanza, un voyou politique, il est très politique, qui n'a aucun programme de société, aucune vision, un manipulateur de masse, tribalisme tout simplement, Kunaïs a mis manipulé moi vote. Le père de la conscience katangaise, Baba Katanga. Leo Mungu na nani Baba Katanga? Bonye nasema kama njoo nani mashiko hii. Bwana kombania Baba Katanga. Pour avoir fait quoi? Hakuna kile mnafanya.
Et ce retard-là, sur le plan intellectuel, a retardé le Congo dans tout. La jeunesse, c'est l'avenir. Une jeunesse mal éduquée, jamais éduquée, l'avenir du Zaïre n'existait pas. Ils ont de la peine à créer des emplois parce qu'ils n'ont jamais appris l'entrepreneuriat. Ils n'ont jamais été dans des bureaux. Dans d'autres pays, tu as 21 ans, on est calme au bureau. 25 ans, peut-être on a toqué à la Mercedes, on a engagé, quasiment bien. Quand tu as 30 ans, tu peux être président de la République, sénateur. À 35 ans, toi c'est final. 40 ans, président de la République, full. Le pays te donne ce que le pays te doit. 16 heures, petit ma bureau, Université Kolwezi. Absolument, Université Kolwezi. Il connaît la loi, c'est quoi. Les policiers savent comment se comporter devant les citoyens. Non. Le salaire minimum existe. Tu peux prendre un crédit à la banque pour construire ta parcelle de Moussonoï. Tu vas rembourser pendant 5 ans. Les banques existent et les banques résistent. Au Congo, 5 ans, la banque a déjà été effacée. On amène une autre banque par les Indiens. 2 ans seulement, on fait avec l'argent, on amène une autre banque par les Sud-Africains. L'instabilité des institutions, partout. C'est un pays qui vit autour du jour. Comprenez pourquoi vous ne comprenez rien. Il n'y a même pas la succession de l'État. Chaque président vient, il va travailler sur quoi? Lui-même ne sait pas. Qu'est-ce que ton prédécesseur a laissé? À jouer. Parce que le prédécesseur là-bas n'a pas d'archives. Il n'a rien laissé sur la table. Les accords que le prédécesseur a signés, c'était des accords léonins, des accords secrets. Pour lui, sa famille et les mines du Katanga, les mines de Kilomoto, ni bien qu'il y ait mieux. Tu entres dans une histoire là-bas que tu ne connaissais pas. Tu commences à voyager, on te dit la vérité à partir de la Chine. Que non, Amunana Kintu, vous n'avez rien. Ton prédécesseur a signé presque 70 accords avec nous. On Hongrie, alors que le président a gagné ça. Et ce prédécesseur a signé comment? Demander, est-ce que ton prédécesseur avait-il donc fait appel au Sénat, au Parlement national? Non. Arbi signé nanani, yemunye arikuyaka oku na ministre des Affaires étrangères, ka groupe avant tous deux. C'est ainsi qu'on a bradé le Congo par les régimes qui étaient en place. Et le plus grand bradeur du Congo, c'est Joseph Kabila. Je ne défends pas Tshisekedi. Bakatangé mingi tout fou. Non, Tshisekedi a rencontré déjà le terrain miné. L'erreur de Tshisekedi, c'est d'avoir accepté d'entrer dans un système illégalement, sans avoir gagné les élections. Il est allé rencontrer l'enfer établi par Kabila, sous la cendre déjà. Comprenez pourquoi Tshisekedi est allé en Chine à un moment donné. En Afrique a coulé. Croyant qu'elle pouvait changer les accords entre la Chine qui prend presque tout, qui ne laisse rien aux Congolais. Kabila a tout signé. Tout. Et Tshisekedi n'a pas de pouvoir. Vous savez pourquoi Tshisekedi n'a pas plein pouvoir? La façon dont il est arrivé à la présidence. Comprenez pourquoi il a beaucoup voyagé. Il a fait le tour du monde. Il n'a pas de support sociologique, politique. On sait comment il est arrivé à la présidence. Ce sont les groupes d'intérêts internationaux, les groupes de mafia, les multinationales, qui ont fait pression, qui embrouillent vos élections chaque fois, pour que le peuple congolais n'ait personne à la présidence, que ce soit un homme qu'ils vont tirer dans le club des corrompus de mafia pour aller à la présidence. Tu ne peux jamais donc dire non devant tes maîtres. Vous comprenez maintenant l'utilité d'entrer à la présidence par la voie démocratiquement démocratique. C'est-à-dire, je ne dois rien à personne, à part à mon peuple. Je dois poser toutes les questions du monde à tous les dirigeants du monde
pour le bien du Congo. Je ne leur dois rien. Mais toi, tu es arrivé là, parce qu'on t'a parachuté par les multinationales, avec la bénédiction de Mike Hammer, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui recevait les ordres de Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, qui travaillait pour le régime de Donald Trump, je pense. C'est fini. C'est l'Amérique qui t'a mis là-bas. Quand vous voyez Mike Hammer venir s'habiller même en boubou, en sariana, jouer toujours autour du gouvernement congolais, ça ne vous disait rien. C'est eux qui ont installé ce système-là. Tu ne peux jamais venir aux États-Unis discuter de quoi? Comprenez pourquoi on n'a jamais reçu Félix Tshisekedi à la Maison Blanche. Vous comprenez pourquoi? À leurs yeux, ce n'est pas un président. Derrière lui, il n'y a rien. C'est nous, dans la mafia, qui t'avons mis là-bas. Mais s'il était élu démocratiquement, il a 100 millions de personnes derrière lui. On allait le recevoir, car en le voyant, on allait voir 100 millions de Congolais derrière. Il a une forte armée populaire. Donc le jour où il va faire un meeting pour dire la vérité à 100 millions de personnes, même si on est puissants, nous les Américains, à tout à chacun de façon comme le Congo. Mais comme c'est notre homme que nous avons mis là-bas, on lui a fait signer trop d'histoires. Il ne va rien dire. Parce qu'en voulant nous accuser, il va s'accuser lui-même. C'est-à-dire il va signer sa sortie. En voulant accuser les Américains qui t'ont mis au pouvoir, c'est comme si tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis toi-même. Comprenez pourquoi vos politiciens ont toujours la bouche fermée. Ils vous sacrifient. Le mal du Congo, c'est les politiciens congolais. Kagame et Museveni n'allaient pas avoir du pouvoir sur vous sans la bénédiction des Congolais qui ont accepté d'aller à la mangeoire. Mounipe, c'est pour jouer les jeux de Kagame et de Museveni, automatiquement vous jouez les jeux des Américains. Alors, qui vous fait tuer? Les politiciens congolais. Je ne sais pas si je mens. Et les jeux qui sont en train de jouer aujourd'hui, la France et les États-Unis d'Amérique sont devenus des amis après avoir été des ennemis. Après les génocides du Rwanda, la France a collecté beaucoup d'informations à travers un juge, le juge Bruguière, qui connaissait toute la vérité sur le soi-disant génocide du Rwanda. Nous vous disons toujours, c'est le soi-disant génocide. Il faut comprendre cette histoire. L'Amérique a bloqué le régime d'Abiyarimana. Il a jeté l'embargo sur le régime d'Abiyarimana. Il a créé la crise économique en faisant couler le cours des cafés, qui n'était la seule richesse sur laquelle dépendait le Rwanda d'Abiyarimana, pour vendre, s'acheter même des armes et tout ça. L'Amérique a fermé la relation entre le Rwanda d'Abiyarimana et la Banque mondiale. Le Rwanda d'Abiyarimana et le Fonds monétaire international. Le Rwanda d'Abiyarimana et beaucoup de pays du monde en leur disant de ne jamais collaborer militairement avec le Rwanda d'Abiyarimana. La guerre avait commencé quand? Ce n'est pas en 1994. La guerre a commencé le 1er octobre 1990. C'est quand pour la première fois, on a tiré le premier coup de balle par les militaires rwandais Tutsi qui venaient de l'Ouganda, qui ont traversé la frontière. Pour la première fois, le 1er octobre 1990, et ils ont tiré, inauguration. Et la guerre a commencé. Qui était en charge de ce mouvement rebelle? C'était un certain Fred Rwigema, le vrai propriétaire et fondateur de l'APR, Armée patriotique rwandaise, qu'on a transformé en mouvement politique plus tard. L'APR est devenu le FPR. Côté politique, FPR, côté militaire, la branche armée, c'est APR. Et ce Fred Rwigema, c'était lui le vrai boss de ce mouvement de rebelles. C'était lui le vrai ami de Museveni. C'est lui qui a introduit même les Kagame et les James Kabarebe, qui vivaient une mauvaise vie. Kagame vivait une mauvaise vie en Ouganda. Il était trop mince, très pauvre. Il n'avait pas l'argent, même dans l'école où il se rendait, des écoles publiques là-bas, là où on mangeait la bouillie et on dort. Karbaka Konde,
Kagame était dans la pauvreté exécrable en Ouganda. Mais Fred Rwigema, il était d'une famille qui s'est débrouillée très bien dans le refuge. Il avait des contacts et c'est lui qui était le vrai pote de Museveni.